En chinois, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Nous allons commencer par 8 images, donc l'équivalent de 8000 mots, c'est quand même pas mal, et qui donneront en quelque sorte des éléments, des repères visuels de la région et de la ville où est né Boris Pahor. Ça, c'est un élément, mais surtout qui donneront des références à ce que lui a vu. Comme gosse, il a vu brûler devant lui la maison de la culture, la maison qui représentait la culture slovène, la langue slovène, à Trieste. Ça, c'est en 1920. Le fascisme apparaît en Italie en 1922. Et un des aspects peu connus chez nous, c'est que le fascisme avait une dimension répression des minorités. Minorités, en l'occurrence, linguistiques et culturelles. Et vous allez directement comprendre, à partir de ces images qui sont très, très, très parlantes, de quoi il s'agit. Et après ça, nous allons prendre le relais après les images. Les images, c'était essentiellement Trieste, la place Oberdan, qui était la place à Trieste où se trouvait la maison familiale de Boris Pahor, de ses parents. C'est de là qu'il est sorti lorsqu'il y a eu l'incendie. Il a traversé la place, il a vu brûler. Vous avez vu une photo de la maison qui brûlait. Ensuite, il y a eu 2 photos dont vous vous souvenez certainement très bien. L'une se référait au fait que Viva l'Italia fascista dont on parlait tantôt, le fascisme avec répression des autres langues. Donc la deuxième photo, justement, était beaucoup plus précise. Ici, on ne parle que l'italien. Alors ensuite, il y a la photo de Boris Pahor, qui, et là on avance dans le temps, bien entendu, qui sort du camp de Struthof-Natzweiler, dont on parlera, bien entendu, dans les Vosges, où il a passé un certain temps, et qui fait l'objet, et ça c'est le premier livre que je vais mentionner, c'est un livre fondamental qui s'appelle Nécropole en titre en slovène et ensuite en italien, et qui en français, l'éditeur a Pèlerin parmi les hommes. C'est là qu'il raconte son retour vers le camp, et précisément, la photo a été prise au moment où il sortait du camp qu'il avait revisité X années plus tard. La dernière photo, et j'en profite pour saluer la présence de son fils, Adrian. Cette dernière photo, c'est Boris Pahor et Eduard Kotzbek, un personnage fondamental dans la vie et dans la décision que Boris a prise d'entrer dans un mouvement de résistance, ce qui, je raconte tout ça, mais il le fera lui-même après, a fait basculer sa vie. Donc, Adrian Pahor est ici parmi nous, il est lui-même enseignant dans une école slovène en Italie. Donc, vous suivez ce bilinguisme dans lequel nous sommes nous-mêmes immergés depuis toujours et qui marche plus ou moins bien. En Slovénie, aujourd'hui, après X années, il y a plus ou moins l'équivalent. Ce que je propose maintenant, de donner la parole à Boris Pahor, bien entendu, c'est de commencer par évoquer quelque chose qui nous intéresse beaucoup ces jours-ci. Vous allez comprendre pourquoi. C'est la question de la collaboration. Ça a fait l'objet, et ça fait l'objet de discussions plus ou moins véhémentes, de réflexions, bien entendu. Et je crois que nous avons la chance d'avoir parmi nous quelqu'un qui peut en parler, je dirais, en termes personnels, dans la mesure où la collaboration a joué un rôle important dans ta vie, Boris. Les collaborateurs, tu les as connus de près. Bon, merci beaucoup pour la parole et pour l'invitation. La question de la collaboration, c'est l'histoire slovène qui, c'est dommage, mais, et je la regrette beaucoup, elle est vivante encore aujourd'hui. Parce que l'esprit slovène aujourd'hui, elle est coupé en 2 morceaux. D'un côté, il y a la gauche qui est encore la gauche après que le communisme n'est pas à pouvoir. Et de l'autre côté, il y a les gens qui étaient des amis, des connaissants, et qui sont d'esprit pratiquement encore collaborateurs. Quoi. Ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. On n'arrive pas à trouver une unité pour avoir la direction qu'il faut pour un État. Voilà. On décide toujours selon les partis, n'est-ce pas, selon
est-ce que tu n'es pas comme nous? Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Voilà, non? Il n'y a pas, une sagesse. Une sagesse. Les Slovènes, c'est drôle, mais c'est vrai, on était toujours soumis, non? Avant à l'Autriche-Hongrie jusqu'à 1918, puis un morceau à l'Italie, non? Tout les côtés jusqu'aux Alpes juliennes. De l'autre côté, ils sont encore aujourd'hui un morceau en Autriche. Non? Ça veut dire que maintenant, on arrive à résoudre la question de la division de l'esprit. Quoi, non? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la question c'était que l'Italie, en 1918, elle a eu, parce qu'elle a combattu à côté des Alliés, elle a eu l'Istrie. Je ne sais pas, il faudrait avoir ici une carte de la géographie de l'Europe, quoi. Parce qu'en général, on parle de la Slovénie comme si c'était les Balkans. On n'a pas de Balkans, quoi, parce qu'il y a 1 heure et demie de train de Venise. Vous savez, non? Ça veut dire qu'il y a une grande ignorance, même en France. Je ne sais pas comment c'est à Bruxelles. Mais... Non, en Belgique, on connaît ça beaucoup mieux qu'en France. C'est beaucoup mieux. Espérons bien. Espérons bien. Quoi, non? En tout cas, non, la question, c'est qu'en 1918, l'Italie, non, elle reçoit un prix parce qu'elle a beaucoup de morts pour son impérialisme, n'est-ce pas, jusqu'à les Alpes juliennes, non, ça veut dire. Et ça dure jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, l'Italie, quand les nazis bombardent Belgrade et les nazis ils occupent toute la Yougoslavie, elle marche sans un coup de fusil, voilà. Elle marche en se promenant, quoi, avec l'armée jusqu'à Ljubljana, la capitale de la Slovénie, n'est-ce pas, qui est encerclée avec les fils barbelés. C'est peut-être un cas unique en Europe, ça. Une ville qui fait des camps de concentration, pratiquement. Et là, le morceau aussi, encore à côté de Ljubljana, n'est-ce pas, c'est à peu près 350 000 habitants, quoi, non? Alors voilà que la Slovénie, dans ces moments-là, n'est-ce pas, un comité composé par des chrétiens sociaux, et c'était Edvard Koch qu'on a montré avant, n'est-ce pas, avec les communistes et les libéraux de gauche, ils ont formé un comité, n'est-ce pas, de libération nationale, n'est-ce pas, non? Et on a commencé à combattre les fascismes qui avaient occupé, comme j'ai dit avant, non, occupé la Ljubljana et tout ça, non? Dans ces cas-là, certainement, non, la question de l'unité contre l'occupant, n'est-ce pas, n'a pas réussi, quoi. Pas réussi les catholiques surtout, et les catholiques, disons de droite, ça, si vous voulez. Mais pour dire la vérité et d'être sincère, le Vatican aussi, il était de droite alors. Parce que ça a changé avec le nouveau pape, quand même, écoutez, non? Un petit peu. Il faut dire la vérité. Le pape, il a dit, Mussolini, c'est l'homme de la Providence. Ça veut dire l'homme de la Providence, c'est le fascisme, tout ça, parce que Mussolini, il avait fait pratiquement en politique la paix entre le gouvernement italien et le Vatican. Le Vatican, on n'avait pas le Vatican, alors c'est lui qui a créé le Vatican, Mussolini, non? Et voilà la raison pour laquelle non, le pape il dit que c'est l'homme de la Providence. Ça veut dire ça faisait 1922, n'est-ce pas, né le Vatican, né le pouvoir, si vous voulez, temporel aussi du pape, parce que là, c'est comme un petit État, n'est-ce pas? Et voilà que cette question de l'homme de la Providence, elle a eu une grande influence sur les Slovènes catholiques dans le centre de la Slovénie, quoi. Pas chez nous, à Trieste, on était antifascistes depuis la fin de la Première Guerre jusqu'à la Seconde. On était des antifascistes organisés, chez nous à Trieste et à Gorizia, tout ça, c'était une espèce de... en cachette seulement. On a fait des fusillés en 1930, il y a 4 jeunes hommes, 41, on a fusillé 5. On était pratiquement antifascistes en pratique, et on s'est unis, nous autres, que nous étions en Italie, on s'est unis à Ljubljana, et c'est que la formation des libertés nationales.
Le mal, c'est que les catholiques, et moi je l'appelle de gauche, parce que Edvard Koch, qui est aussi catholique, il est chrétien social, n'est-ce pas, qui va avec le mouvement de libération nationale. Les autres, d'abord, ils disent il faut se défendre parce que les communistes, ils nous tuent beaucoup de hommes, et c'est assez vrai ça, que les communistes, ils tuaient les gens qui étaient contre le mouvement de libération nationale, hein, même s'ils n'étaient pas organisés, parce que c'était des hommes qui étaient des vrais catholiques, et ils avaient peur, n'est-ce pas, qu'ils s'organisent tout ça. Alors on a formé une espèce de défense contre cette espèce de moyens d'opérer des communistes, non, qui n'étaient pas vraiment encore organisés comme il faut, même s'ils étaient déjà en partie aussi des Slovènes qui devenaient un peu, disons comme ça, fascistes, quoi. Mais après la défaite de l'Italie, 8 septembre 1943, il y a les nazis qui occupent, comme j'ai dit avant, déjà toute la Yougoslavie et tout ça. Voilà qu'alors on a une formation de Domobranci, qui s'appelait Domobranci, défenseur de la patrie, défenseur aussi de la religion, et qui combattait soi-disant le communisme. Non. Pratiquement, les communistes étaient unis dans la lutte de libération nationale. Non. On ne peut pas combattre les communistes s'ils sont unis avec les autres. Non. Ça veut dire que c'était une formation pratiquement collaboratrice. Ils collaboraient avec ils étaient armés aussi par les nazis, quoi, tout ça. Et c'est dommage, même l'évêque de Ljubljana, il n'était pas assez sage, n'est-ce pas, de laisser toute cette formation-là et de faire une part par lui-même comme Église, non? Tandis qu'au contraire, lui, il a dit aussi une bénédiction quand on a juré au nom de Hitler et tout ça. Et c'était pratiquement une tragédie slovène, si vous voulez, non? Et comme je dis, on n'a pas encore fini, n'est-ce pas, de la un petit peu adoucir, si vous voulez, trouver une façon de dire, voilà, c'était le passé, non? Et c'est que c'est terrible dans cette question. Et voilà que maintenant, il faut que je parle d'Edvard Koch, n'est-ce pas? Ses collaborateurs, quand c'était la question qu'il n'y a plus seulement le mouvement de libération slovène qui faisait d'un côté, n'est-ce pas, de l'armée qui s'était armée, n'est-ce pas, qui venait justement à s'approcher à Ljubljana, à s'approcher à Trieste et tout ça, n'est-ce pas, était là, tout formé mettant l'armade, non, ça voulait l'armée yougoslave dirigée par Tito et dirigée aussi par les communistes, si vous voulez. Ils avaient pris le pouvoir, eux, non, au nom de tous ceux qui composaient pratiquement les chefs des mouvements de libération nationale. Les autres collaborateurs, ils partent, ils se sauvent en Autriche. Là, il y a à peu près 12, on me dit maintenant 14 000 les combattants, soi-disant, pour la patrie et pour la religion. Ils sont désarmés par les Anglais, c'était normal qu'ils les désarment, mais les Anglais les envoient en Yougoslavie, soi-disant, quoi. Et ça, c'est surtout en Slovénie, parce que c'était la formation qui était combattant avec les Allemands en Slovénie. Bon. Et là, ces pauvres gens, n'est-ce pas, en général, c'était des jeunes hommes, n'est-ce pas, qui croyaient, n'est-ce pas, à ces commandants. Surtout, il y avait des religieux, il y avait des prêtres et tout ça. Ils croyaient que quand ils arriveront à se sauver en Autriche, les autres ils diront, voilà, vous étiez des braves gens, vous avez combattu pour la religion contre les communistes qui étaient athées. C'était du contraire, parce qu'ils avaient combattu contre les alliés pratiquement, non? Et tous ces hommes-là, ils sont finis dans les grottes, vous savez, on les a pratiquement tués tous, non? Et
Et moi, j'ai fait cette espèce de conseilleur de mon ami Kozvek, n'est-ce pas, en lui disant, écoute, toi qui étais le chef de tous les chrétiens sociaux, n'est-ce pas, pendant la lutte de libération nationale, il faut quand même que tu aies le courage de condamner cette fin, non, ce qu'ils ont fait les communistes en tuant tous ces jeunes gens-là, non, étaient des collaborateurs, c'est vrai, mais ils étaient désarmés, non. Alors on pouvait bien faire des jugements, juger les chefs, si vous voulez, les officiers, mais pas les jeunes hommes, non. Pas faire perdre à la Slovénie toute cette jeunesse-là, parce qu'il avait combattu en croyant, non, au chef, ça, non. Voilà, je crois qu'avec ça, on a déjà un bon résumé d'une problématique qui est toujours présente aujourd'hui. Et dans la revue qui s'appelait Zaliv, que moi j'ai dirigée à Trieste, avec l'aide de ma femme, qu'elle était très, comment on peut dire, très brave à m'aider, non. C'était la sœur d'un héros slovène qui a combattu contre les fascistes et contre les Allemands, pas longtemps, mais quand même. C'est surtout contre les fascistes qu'il a combattu, n'est-ce pas. Dans cette revue, j'ai proposé à Kozvek, à cette poète slovène, n'est-ce pas, et moi je te donne à disposition à Trieste la place pour une interview où tu auras l'occasion de condamner cette espèce de tragédie, de cette mort de tous ces gens-là qui étaient collaborateurs, mais qui ne devaient pas finir comme ça. Et lui, il a mis 4 ans pour se décider, parce que la Yougoslavie, alors, elle était très forte. Elle était avec l'Égypte, avec l'Inde et tout ça, dans les non-alignés. Tito, il était très respecté, alors, aidé par les anglo-américains et tout ça. Et après 4 ans, il s'est décidé, il m'a donné cette interview en condamnant ça. Et là, c'était drôle parce que toute la Yougoslavie a protesté, que soi-disant les dirigeants de la Yougoslavie, les non-alignés, qu'ils avaient tué tous ces jeunes gens-là, c'était quand même... Les communistes, ils ont nié ça. Ils ont dit que nous sommes passés chez les collaborateurs, non, que nous défendons les collaborateurs. Nous n'avons pas défendu les collaborateurs. Nous avons défendu, cause avec moi, et il y avait aussi un écrivain catholique, Alois Rebuller, avec moi, nous avons publié cette espèce de numéro, n'est-ce pas, en honneur de cause, n'est-ce pas. Ça veut dire que c'était une collaboration, non, tragédique, c'était la tragédie slovène, n'est-ce pas. Même, il y avait un officier italien qui avait dit, vous collaborez avec nous, alors c'était les fascistes. Mais cette espèce de collaboration avec nous, vous allez la payer très cher après la guerre, vous savez. Et c'est grande vérité, ça. On la paye très cher encore aujourd'hui, voilà. Voilà. Merci, Boris, d'avoir éclairé nos participants à cette soirée sur cette partie d'histoire qui montre quand même que lorsqu'il y a des parties de l'histoire qui n'ont pas été, en quelque sorte, trouvées une forme d'apaisement, ça peut effectivement créer des tensions et nous sommes, je dirais, bien placés. Ces jours-ci, chez nous, c'est vrai que la jeunesse, j'ai eu l'occasion de poser la question à des jeunes Slovènes, d'une certaine manière, la page est tournée, mais malgré tout, dans la mesure où il n'y a pas eu de clarification sur qui fait quoi, qui est responsable, et là, de nouveau, il y a quand même un travail important des historiens qui puissent tranquillement, après X années, raconter ce qui s'est passé et finalement donner à la limite deux points de vue, et de manière à ce que chacun et chacune puisse se faire une idée, de manière à lorsqu'on rencontre une personne en Slovénie ou même chez nous, savoir, tiens, quelle est sa référence, quel livre d'histoire a-t-il lu, et de manière à pouvoir trouver un langage commun. Je crois qu'on peut maintenant aussi, et c'est une idée fondamentale évidemment, c'est de voir le travail littéraire de Boris Pahor. J'ai déjà évoqué Pèlerin parmi les hommes, qui raconte sa vie dans les camps. Donc il a été arrêté, vous avez compris, par la police collaboratrice, donc des Slovènes, qui étaient au service des nazis à Ljubljana, qui sont venus le chercher à Trieste, et alors ensuite il est passé de là
alors aux mains des nazis à Dachau, et puis il aboutit dans le camp de... Ça, il faut le dire que c'est les Allemands, ils se sont servis d'eux, n'est-ce pas, parce que tout le côté slovène, ce que je dis toujours, de Trieste jusqu'à des Alpes juliennes, on a combattu le fascisme, et c'était normal qu'après la mort du fascisme, et avec les Allemands, c'était la même chose, on combattait les Allemands, quoi. Ça veut dire pas les Allemands, mais les nazis allemands, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, certainement, la question qui se passe maintenant, c'est il faut être contre, et on est contre tous chez nous, non? Soi-disant les Slovènes d'Italie, de cette période-là, première jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? On s'unit, on est unis tous contre, voilà, non? Ça veut dire que les Allemands, ils sont servis de ces collaborateurs, ils ont donné une caserne à Trieste, n'est-ce pas? Un bureau politique aussi de ces collaborateurs à Trieste même, n'est-ce pas? Parce que chez nous, comme je l'explique, je répète, non, tout le monde était antifasciste et antinaziste. N'est-ce pas? Et là, il commence, non, à chercher chez nous les gens qui sont, non, du côté du comité de la libération nationale. Et tout le monde l'est, vous savez. Non. Et le mal, c'est que pratiquement, ils donnent aussi la possibilité à ces gens-là de parler à la radio. Voilà qu'ils disent, les Italiens, ils ne vont jamais donner ni des écoles, ni la possibilité de parler en public slovène, tout ça. Nous, les Allemands, nous vous donnons pas seulement la possibilité de parler le slovène et de donner, si vous voulez, des organisations, non, c'est seulement des organisations dirigées par nous, ça veut dire, non, par les nazis quand même. Et nous vous donnons la radio aussi. Et à la radio, justement, ils parlaient slovène et tout ça. Et les gens qui, après 30 ans, maintenant, ils écoutent des gens qui viennent et qui parlent slovène, beaucoup, ils se sont laissés, comment on peut dire, convaincre, non, qu'il y a des partisans qui viennent, non, des gens qui sont combattants. Et c'était des gens qui étaient contre les combattants. Ça veut dire qu'on remplit la prison, et puis c'est que c'est le pire de tout, c'est les Allemands à Trieste, un établissement qui était abandonné parce qu'il y avait pendant l'époque autrichienne le nettoyage, si vous voulez, du riz, n'est-ce pas? Et qu'après la Première Guerre mondiale, il meurt parce qu'il y a de la concurrence en Italie, ne pas venir à Trieste pour avoir du riz nettoyé et tout ça, non? Ça veut dire que ces bâtiments-là, les Allemands, ils remplissent avec des partisans et des gens qui sont contre les nazis, et on forme à Trieste un camp de concentration avec un four crématoire à côté de la mer. Ça, c'est un cas unique en Europe, vous savez. C'était contre les Slovènes surtout, en partie avec les Croates d'Istrie, et aussi contre les Italiens, qui étaient de gauche, n'est-ce pas, qui étaient socialistes, n'est-ce pas, ou communistes aussi, certains. Mais surtout, c'était la majorité qui était dans ces camps de concentration, c'était les Slovènes, quoi. Les Slovènes, ça veut dire hommes, et Slovènes, femmes, surtout ces jeunes filles, n'est-ce pas, qui étaient des porte-paroles, soi-disant des gens qui portaient la poste, soi-disant, non, entre les combattants et tout ça, et qui finissent dans le four crématoire. Et le cendre des morts, on les jette dans la mer. Ça veut dire que c'est un cas aussi unique, si vous voulez, n'est-ce pas? Après la guerre, on trouve des os et on trouve la cendre, non, parce que dans la mer, elle se détruit, mais les os, on les trouve encore, n'est-ce pas, à côté de nos côtes, n'est-ce pas, de la côte terrestre, des os de four crématoire. Merci c'est des choses, Boris, en général, dont on ne parle pas, vous savez, ça c'est drôle. Merci. Non, je crois qu'aujourd'hui, justement, tu suscites un intérêt certainement pour cette partie de l'histoire que nous connaissons peu et que les Italiens eux-mêmes connaissent très peu. Boris Pahor passe son temps dans les écoles italiennes, je ne sais pas combien tu en as fait, si c'est 250 ou 350, précisément pour
Monsieur Pahor, racontez-nous comment ça s'est passé pendant la guerre, parce que nos parents, qui à la fin de la guerre étaient en quelque sorte du bon côté, ne nous ont jamais parlé de comment ça se passait pendant la guerre, du temps du fascisme. Et donc il y a une espèce de silence, et la voix de Boris Pahor est très demandée dans les écoles, à la radio, à la télévision, pour précisément, en quelque sorte, restituer une partie de l'histoire italienne aux Italiens, à la nouvelle génération. Les livres sont évidemment là, mais avoir la chance de l'entendre comme nous ce soir en direct, c'est quand même pas mal parce que ça donne une série de pistes. Et je suis sûr qu'en écoutant la manière dont fonctionnait la collaboration là-bas, comme on dit, ça évidemment suscite des parallèles que nous faisons. On ne va pas trop, je crois qu'on t'a donné suffisamment envie pour découvrir. Maintenant, il y a le camp à Natzweiler et Struthof, il y a les autres camps, et puis finalement, tu as survécu, enfin oui, tu as survécu en partie, comme tu expliquais ce matin, aux 200 jeunes, parce qu'il faut savoir que M. Boris Pahor, il a un petit côté stakhanoviste, c'est-à-dire qu'il a déjà fait ce matin 2 heures au centre culturel d'Odroghem, stakhanoviste, avec plaisir, comme vous voyez, il reste toujours encore en forme, donc le stakhanovisme a du bon dans son cas, et donc ce soir, c'est de nouveau avec la même énergie que ce matin. Il a déjà expliqué beaucoup de choses, mais une des choses qu'il devrait maintenant peut-être aborder, il a survécu, expliquait-il, grâce à ses compétences dans les camps, compétences notamment linguistiques, puisqu'on avait besoin, pour s'occuper des malades dans le camp de Struthof-Natzweiler, de quelqu'un qui parlait une langue yougoslave, le serbo-croate, le français, l'allemand, et j'en passe une, parce il me semble qu'il y en avait 4. Bref, de toute façon, ces langues lui ont permis d'être dans le coup et de survivre. Ça, il raconte tout ça en détail dans ce livre qui est d'ailleurs en vente ici et qui pourrait être dédicacé après la rencontre. Alors, ensuite, il y a les autres camps. On ne va peut-être pas entrer là-dedans parce que tout est donné ici. Et puis finalement, il y a la libération en 1945. Et là, comme il a attrapé la tuberculose dans les camps, il a été invité par les Français dans un sanatorium. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé dans ce sanatorium? Bon, écoutez, ça j'ai un récit qui s'allonge, n'est-ce pas, on a assez à raconter. Mais la question des sanatoriums, elle est surtout la question de revenir à revenir à croire encore une fois dans la vie, quoi. Parce que on était libérés, ceux qui étaient encore vivants, n'est-ce pas? Mais on a eu la découverte, la terrible découverte qu'on avait Nagasaki et Hiroshima. Ça veut dire qu'un mort chez nous dans les camps de concentration avec les triangles rouges, parce que tous les hommes qui étaient dans les camps de concentration en Allemagne, les ont les côtés juifs. Ça, c'est la tragédie du peuple juif avec l'arrivée des enfants, des femmes, des vieux qui passent à être gazés et brûlés. Ça, c'est une question à part. L'autre question, c'est les triangles rouges. Les triangles rouges, c'est dans tous ces gens qui étaient dans les camps de concentration en Allemagne, ils étaient pratiquement... On avait une espèce de carte de présentation, vous savez. Alors, les rouges, c'était les politiques. C'était anti-nazi. Et on était des Russes, des Polonais, des Tchèques, des Slovènes, des Italiens, des Français, des Belges, et des Belges flamands, des Belges wallons. Et c'était des Hollandais, grande quantité, des Norvégiens, dont en général on ne parle pas, parce qu'on ne connaît pas les gens de ces zones. Et là, c'était les Belges, les Français, et les Hollandais et les Norvégiens, c'était des NN. On avait sur le dos un grand N majuscule, avec la couleur à huile, n'est-ce pas, dessiner ça. Ça s'appelait en allemand Nacht und Nebel, que ça veut dire Nacht, nuit, et Nebel, ça veut dire brouillard. Vous allez passer
de la vie à l'autre monde, avec, pas comme tout le monde, mais dans la nuit et dans les brouillards. Ça veut dire, vous serez la pire des morts. Et ça, c'était des gens qui partaient de la France avec la destination à mourir. Voilà, ça c'est tout simplement quoi. On a fait une espèce de rencontre SS où on a décidé de la vie de ces gens-là. On ne peut pas les tuer en Belgique, en France et en Hollande. On fera dans les camps ces cas-là, à les faire tuer là. Et là, on faisait ça. Chacun de ces gardes qui portaient les gens à travailler dans une cave, il partait avec 250 hommes, il peut revenir avec 3 qui manquent. Où sont les 3? Mais parce qu'ils ont protesté, parce qu'ils doivent travailler. Les gens des triangles rouges, ils devaient travailler. Ce n'est pas parce qu'ils étaient dans les camps attendre là la mort par famine et par maladie. Mais en même temps qu'on avait faim et on était malade, on devait travailler jusqu'à le moment où on tombait par terre. Voilà. Ça, c'était les rouges, les triangles rouges. Voilà. Et voilà, dans ces cas-là, certainement, les camps de concentration en Allemagne, moi, je peux nommer Dachau, Buchenwald, Dora, Mittelbau, où on faisait les deux, non? Struthof-Natzweiler, Mauthausen, Bergen-Belsen, et chacun de ces camps-là, il avait 80 et plus que 80 de dépendances, que c'était des petits camps, où il n'y avait pas de four chromatoire, mais on envoyait les morts de ces petits camps à brûler dans les camps principaux de la France. Ça veut dire que pratiquement de ces camps-là, je ne sais pas si vous vous intéressez à la question, mais en général, de ces camps-là, on ne parle pas. Et il y a des camps qui sont très intéressants, comme le camp de Dora Mittelbau. Elle avait le nom de Dora d'une femme, afin qu'on ne sache pas de quoi on parle quand on parlait de Dora. C'était un truc, ça, non? Et là, les déportés politiques, nous autres, mes copains, là, on faisait les V2, on faisait les missiles, ça veut dire les raquettes, comme vous voulez appeler ça. Hein. C'était des gens qui faisaient des grands sabotages, dont aussi ils ne parlent pas. Et je vous explique tout de suite pourquoi on ne parle pas. Parce que les dirigeants qui faisaient travailler les déportés pour faire... C'était von Braun, l'ingénieur nazi von Braun, qui, à la libération des camps, on l'a porté pratiquement dans les États-Unis. On l'a mis dans la NASA, que c'est le bureau principal en Amérique, certainement pour les questions de la stratosphère. Moi, je dis chez moi, la stratosphère. Non? Ça veut dire que là, quand l'homme, avec le V2, qui était un peu aussi amélioré après, non, aux États-Unis, n'est-ce pas? Il est descendu sur la Lune, l'homme européen sur la Lune. Von Braun, c'était un héros, pas seulement de l'Europe, mais tout le monde parlait de von Braun. Voilà. Et aujourd'hui, on ne parle pas du camp de Dora Mittelbau parce qu'on vient à savoir que les gens qui travaillaient dans les usines, qui étaient toutes dans une montagne, c'est tout des couloirs qu'on a créés, les déportés, on a créé. Dans ces camps-là, il y avait 20 000 morts pour ça, vous savez, pour créer le V2, n'est-ce pas? Alors, les sabotages qu'on faisait, n'est-ce pas? Quand je suis passé de Dachau à Dora Mittelbau, où je travaillais comme infirmier, n'est-ce pas? On avait pendu 10 de ces saboteurs, n'est-ce pas? Et j'ai écrit dans le bouquin, pensez-vous, 10 à la fois, quoi. Puis j'ai lu un autre bouquin d'un autre qui s'est sauvé, qui est encore vivant. Il a dit, moi, quand j'étais au camp, ces camps-là, on a pendu 20 à la fois. Ça veut dire qu'on a pris tous ces repas, non, où on avait fait des sabotages,
On n'a pas demandé qui avait fait le sabotage. On prend les gens qui ont travaillé dans ce bureau, si vous voulez, au repart-là. Et j'ai trouvé un livre après aussi qui parle des camps de Dora, où j'ai trouvé les dessins avec une espèce de comment on peut dire quoi, en fer, non? C'était une espèce de fer vertical comme ça, et puis un autre fer horizontal. C'était comme une croix comme ça, avec 30, n'est-ce pas? Et pour lier avec le cou, tout ça. Je ne sais pas si c'était de fer ou c'était de quelle matière que c'était. Pratiquement, on a pendu, n'est-ce pas, 30 bonhommes sabotage de ces camps-là. Merci, Boris, d'être témoin. Ça veut dire que je vous dis des choses que vous n'avez jamais entendu de parler de ça, vous savez, non? Non, je crois quand même, c'est quand même une chose qui est relativement connue parce qu'on a quand même étudié ça les uns plus que les autres, mais c'est une chose, Dora, les V2, on connaît, donc on savait qu'ils étaient fabriqués à Dora, ça se savait. C'était comme une balance, non, dans une pharmacie, vous savez que c'est comme ça, non? Alors, on met la moitié, non, pour avoir la chose horizontale, non? Et puis là, avec un ascendant, on l'aidait comme ça en haut, n'est-ce pas? Et tous les 30 en une fois, quoi, ils mouraient, quoi. Non, ce sont des images que tu évoques avec force, et je crois que le message, tu es un témoin du siècle, et donc c'est un moment qui t'a terriblement marqué, mais quand même, la vie continue, tu sors des camps, tu vas dans le sanatorium, et là, tu retrouves quand même le goût de la vie. J'ai commencé à parler de ça, mais puis après, il y a tellement de choses à dire, vous savez, qu'on pourrait parler jusqu'à demain matin, quoi. La vie, c'était que j'ai dit qu'on a trouvé en être libéré, on a trouvé Nagasaki et Hiroshima, non? Si pour mourir dans les camps, il fallait quand même, je ne sais pas, parfois un mois, il y a des cas où on vivait un mois et demi, il y a des cas aussi où on vivait une semaine, je ne sais pas aussi, ça arrivait, n'est-ce pas? Avec la pendaison, ça arrivait tout de suite. Là, dans une minute, avec Nagasaki et Hiroshima, on avait les désastres, vous savez, non? Alors, vous comprenez, qu'est-ce que ça veut dire être libéré? Alors, croire de la vie encore? Qu'est-ce que l'homme elle a changé après la Deuxième Guerre mondiale, après tout ce que c'était le XXe siècle? Les morts du XXe siècle, où sont les morts du XXe siècle? Qui s'en fiche d'elle aujourd'hui, non? De cette âme-là, je dis, parce que ça, c'est des hommes qui ont croyé, qui ont vécu l'esprit de la liberté. La liberté. Où est-ce que l'esprit de la liberté aujourd'hui? On pense à l'argent aujourd'hui, pas au esprit de la liberté, quoi, non? Ça veut dire, excuse-moi, hein, que la question c'est que j'ai trouvé une jeune fille qui m'aimait et que j'ai réfugié pendant un mois, si vous voulez, à parler avec elle, parce que je dis, laisse-moi la paix, maintenant je crache le sang, j'ai de la température, je suis encore positive comme tuberculeux. Et elle s'est restée à moi, quand elle voulait parler, elle venait avec le thermomètre. J'ai dit, je n'ai pas dit à elle, mais elle vient le thermomètre, moi j'ai vu des milliers de gens qui sont morts avec des trains qui étaient de 40, de 50 wagons, des gens, des morts de squelettes, maintenant me viennent avec un thermomètre, tout ça. J'étais bête, c'est vrai que c'était bête, mais je ne pouvais pas supporter cette espèce de... Et puis après que je dis qu'elle insiste, n'est-ce pas, qu'elle vient chez moi, à thermomètre, puis elle me demande, il y a un journal, là, les socialistes et tout ça, dit, moi aussi je suis encore de gauche. J'ai dit, bon, soit, vous pouvez, madame, madame, c'était une jeune fille, très jeune, mais quand même je ne pouvais pas dire jeune fille. Vous pouvez être de gauche, mais laissez-moi la paix, s'il vous plaît, non, maintenant. Mais après, je suis allé à promener avec elle, puis on s'est connus. Elle était comme une espèce de comment on dit ça, ceux qui vont en vacances avec des tentes et tout ça, non, les scouts, voilà. Elle faisait l'infirmière comme si elle était encore chez les scouts. Tu penses, les gens, elle était belle et tout ça. J'ai dit, cette petite fille-là, elle est
poétique, quoi. Elle était poétique, c'est vrai. Et moi, je suis tombé amoureux. Et c'est qu'il faut dire la vérité et que je l'ai écrit. Et la télévision française aussi, elle a annoncé quand mon bouquin est sorti en France, c'était le printemps difficile, n'est-ce pas? Maintenant, on a fait en poche, on fait ça, le printemps difficile. On a dit, voilà, quand on a le cas quelqu'un qui est rescapé du camp de concentration, mais qu'il est tombé amoureux d'une jeune fille française, infirmière, non? Et il a trouvé de croire encore une fois dans la vie. C'était croire encore une fois dans la vie, en croire dans la femme, non? Ça veut dire dans l'amour. Et moi, j'ai dit, et j'expliquais ce matin au jeune homme, et je l'explique aussi à vous, c'est pas seulement la jeune fille qui aime un jeune homme, c'est pas la madame qui a son fils et sa fille, et avec son mari, elle soigne pour cet homme qui doit être demain un homme de la société, mais c'est la femme même qui tâche, elle, de trouver la place dans la société pour changer cette société, avec les sentiments, avec la délicatesse, avec la beauté en général. Non? Il a dit, Dostoïevski, il a dit, c'est la beauté qui va vaincre le monde. Certainement, il a pensé que la beauté, c'est aussi la bonté, non? Parce que la beauté seule comme elle, ça ne suffit pas, quoi. Ça ne suffit pas. Mais quand même, la femme, oui, que ça peut faire. Elle peut faire, et déjà, elle fait ça, parce que nous avons des femmes qui deviennent médecins, et sont belles, qui pourraient faire des films aussi. Ils ont la chance qu'il y a enregistré que les trouvent, quoi, non? Mais quand même, j'ai une femme, moi, qui était mon étudiante, n'est-ce pas, cardiologue, qui me soigne pour la question du cœur, voilà. Alors, il y a des femmes, des avocats, il y a des femmes qui dirigent, mettant des États en Allemagne, la madame qui dirige, non? Ça veut dire qu'en France, il y a aussi des ministres et tout ça. Ça veut dire que moi, je crois, et peut-être que j'espère trop, mais j'espère que les femmes, ils vont trouver la façon de s'unir un jour et de dire, faisons un raisonnement, qu'est-ce qu'on peut faire de cette drôle de société qu'elle est moche, quoi, qu'elle n'est pas bien, qu'elle n'a pas d'éthique, éthique, race. Mon ami Hassel. Stéphane Hessel, Les Indignés. Hessel, non. Il était dans les camps de Dora, hein? Il était dans les camps, il était condamné à mort. Et on l'a sauvé en mettant le numéro d'un mort, n'est-ce pas, à son triangle rouge, tandis que son numéro, on l'a mis au pied d'un mort, quoi. De façon qu'on a brûlé pratiquement lui, non? Et on l'a laissé vivant pratiquement, non? Je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin-là qui dit il faut s'enrager, on a vendu 2 millions d'exemplaires de ce bouquin-là, vous savez. Pour la jeunesse, il dit il faut se unir pour être contre la société d'aujourd'hui, mais faire une espèce de révolution pacifique, pas détruire les autos, les vitrines et tout ça, comme en général fait des démonstrations, non, pour les travailleurs. C'est vrai, quoi. Parfois ça arrive qu'on fait aussi des dégâts, d'accord. Mais ça, avec ça, on fait pas de solution avec ça, non. Tandis que si on arrive à faire, et moi je suis d'accord, et si on arrive à faire une révolution pacifique, si on va dans la rue et dit il faut finir avec la société de l'argent, la société égoïste, la société qui ne pense pas de donner une aide aux gens qui aujourd'hui même ils vivent avec des paquets de la Croix-Rouge, même en souvenir, ça a dit ça, non? Des gens qui ne peuvent pas payer, n'est-ce pas, même l'habitation où on vit, n'est-ce pas, là.
Et ça, c'est le 21e siècle. On est déjà le 21 aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est ça admissible, une chose pareille, quoi, non? Voilà la bonne question. Je crois que chacun et chacune peut répondre à cette question fondamentale que tu nous poses après avoir donné un témoignage, je crois, quand même assez fort, basé sur ton séjour, ta survie dans les camps. Déjà, le fait même de survivre les camps, en soi, c'est une épigraphe à l'amour, parce que finalement, c'est un chant à la liberté qu'on entend ce soir. Ah, vive l'amour, même si on laisse à côté que déjà Jésus, il avait prêché l'amour. Mais avant lui, c'était Antigone, c'est Sophocle, dans le drame de Sophocle. Antigone qui dit, il y a de l'époque avant Jésus, non? Moi, je suis né pour l'amour, pas pour tourmenter les gens, non? Pas pour être méchant, tout ça. Ça veut dire que ça, ce n'est pas une nouveauté, ça, non? C'est seulement, il faut seulement découvrir la raison, non, pour laquelle, non, ça, on a droit de vivre encore, quoi. Sinon, on peut dire, avec la société d'aujourd'hui, on peut dire, écoutez, mais vous autres, tous les morts du XXe siècle, où vous les mettez, quoi? Ils sont morts pour rien, alors. Je crois que c'est la bonne question. Effectivement, il faut que tous ces morts ne soient pas morts pour rien. Il faut que ces morts aient un sens. Et je crois que le fait que nous soyons ici ce soir à écouter un témoin exceptionnel de ce XXe siècle, avec toutes les horreurs qu'on a connues, que tu as évoquées, mais en même temps avec l'espoir que tu as donné. Parce que si tu es là aujourd'hui, c'est qu'en permanence, tu as eu cette pulsion de vie, cette envie de vivre tout simplement, et surtout aussi cette envie de transmettre. Écoutez, moi, je ne crois pas beaucoup dans les bouquins, dans les livres, vous savez, non? Après la Première Guerre, la Première Guerre, on avait un livre qui s'appelait à l'Ouest, rien de nouveau. C'était un mot, c'était une phrase qu'on employait des combattants de la Première Guerre mondiale pour ne pas dire qu'ils se sont retirés, n'est-ce pas? Ils disaient, il n'y a rien de nouveau. Hier, on a combattu, mais c'est rien de nouveau, voilà. À l'Ouest, ça veut dire dans l'Occident, quoi, non? Parce que la Première Guerre mondiale, c'était aussi l'Orient, c'était aussi la Russie et tout ça, non? C'était toute l'Europe qui combattait pratiquement, non? Voilà. Alors, c'était Remarque, c'était un auteur allemand qui a écrit ça. Il a décrit qu'est-ce que c'était la Première Guerre mondiale. Avec les baïonnettes, c'était comme ça qu'on était contre les ennemis et tout ça. Et les gens en Italie, on faisait mourir des bataillons et bataillons pour gagner 1 mètre de territoire, vous savez, non? Alors, on avait dit, on lit ces bouquins, tout le monde l'a lu, tout le monde, pas seulement l'Europe. Jamais plus de guerre, non? Et alors, la Deuxième Guerre mondiale, tu as lu les bouquins, mais tu as fait la guerre la seconde maintenant, vous voyez? Et maintenant, j'espère que non, mais beaucoup de choses, aujourd'hui, ils font penser à une troisième guerre aussi, non? Si on pense à la question de Poutine avec l'État à côté, quoi. Si on pense à ce qui arrive en Afrique aujourd'hui avec les Arabes qui vont tuer tous les Occidentaux qui sont contre la culture arabe et tout ça. Vous pensez que ça va être comme ça tout doucement à passer cette espèce de difficulté sans changer quelque chose dans la vie quotidienne des hommes d'aujourd'hui, non? Je crois que tout ce que tu nous as dit ce soir, cher Boris, d'une certaine manière, fera écho chez chacun et chacune en fonction de son propre... On va dire que je suis un prêtre qui fait les prêcheurs le dimanche matin, quoi, ça va. Mais si vous voulez bien dire, comme ça vous pouvez le dire, moi je m'en fiche pas mal, mais je m'excuse de la manière que j'ai de dire je m'en fiche, mais c'est la vie même qui te contraint à employer des mots comme ça, non?
On ne peut pas dire je pleure sur la société d'aujourd'hui. Je n'ai pas dire que je pleure là-dedans, n'est-ce pas? Parce que je suis enragé. Ça, ce n'est pas une prière être enragé, n'est-ce pas? Et je n'ai pas être enragé, n'est-ce pas? Je n'ai pas dire, voilà, tous mes copains que j'ai vus mourir, ils sont morts pour rien. Je n'ai pas dire ça. Je ne dois pas le dire. Alors, ça veut dire que si on pratiquement, moralement, on me contraint de venir à parler, parce qu'on me dit, tu es obligé d'y aller parce qu'il faut que tu racontes ce que tu as vécu et ce que les gens y oublient, quoi. Et moi, je dis hier, quand hier on m'a porté de l'avion, ils sont venus me prendre, j'étais avec les roulettes, parce qu'il faut des couloirs longs qui sont un kilomètre de couloirs. J'ai dit, monsieur, je veux une aide parce que je ne vais pas marcher tous ces couloirs-là. Il faut me donner un vélo alors. Et alors je dis, écoutez, à faire un voyage, mais avec tous ces drôles de changements et tout ça, maintenant il y a là, j'espère qu'après-demain on puisse revenir à Trieste, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas partir demain non plus. Vous voyez, je dis, mais moi je vais rester chez moi, je ne vais pas finir d'aller à faire le prêcheur comme ça. En Italie, j'étais 300 fois, vous savez. 300 fois, voilà. 300 fois. Tous les directeurs des lycées, surtout les classiques, c'est ça, ils voulaient savoir ma vie de jeunesse parce qu'ils ne connaissaient pas le fascisme chez nous. Voilà. Alors, venez raconter aux jeunes qu'est-ce que c'était le fascisme. Ça, c'est l'État qui devait mettre le fascisme dans les livres d'histoire qu'on étudie à l'école, non? Comme les Allemands ils font aujourd'hui, et qui mettent dans tous les camps que j'ai nommés avant, vous avez des mémoriaux. Vous pouvez aller trouver ces camps-là, et on vous accepte, on vous montre ce qui encore reste, on vous donne aussi des documentations, si vous voulez. Il y a des camps aussi où on vous invite pour 2-3 jours, si vous voulez rester là, pour étudier toute la question à disposition. Voilà, ça veut dire qu'il y a quand même des gens en Allemagne qui savent le mal qu'ils ont fait, mais ils tâchent de réparer ça. En Italie, on ne parle même pas des camps fascistes. Et il y en a 7 ou 6, n'est-ce pas, des camps où il y a des gens qui mouraient, surtout de famine, quoi. Surtout la faim, la maladie, voilà, certainement les maladies, quoi, non. Je crois que, Boris, tu as évoqué précisément ce morceau d'histoire qui doit être connu. Tu es une voix forte. J'espère quand même que tu n'es pas venu à Bruxelles uniquement par contrainte, parce que j'ai entendu que tu avais l'air de dire que je t'avais forcé, c'est faux. Morale, contrainte morale. Quoi. Oui, mais morale, quand même, il y a le mot contrainte que je n'aime pas tellement là-dedans. Et en fait, je crois que en tant que diplomate, et mon collègue ambassadeur Szynkowicz pourrait le confirmer, nous devons essayer, pour mettre au courant nos gouvernements de ce qui se passe dans le pays, c'est important, nous l'avons toujours fait, Yvonne et moi, de rencontrer les écrivains, si possible, après avoir lu leur œuvre. Nous avons eu la chance, en arrivant en Slovénie en 2003, de découvrir une série de travaux d'écrits traduits en français, même si nous avons tous les deux étudié en slovène, et je crois que je me débrouille relativement bien, personne n'osera me contredire, mais quoique. Bref, toujours est-il que nous avons découvert d'abord les livres, ensuite l'auteur, et vous comprenez très bien que dès le début, nous avons senti qu'il y avait un feu sacré chez Boris Pahor, et donc, dans le cadre de cette relation amicale qui a été créée au cours des 10 dernières années, j'ai proposé à Boris Pahor de venir à Bruxelles en collaboration avec l'ambassade et avec Beaux-Arts Littérature, comme je disais tantôt, avec la Vénerie, qui, j'espère, un jour pourra montrer un film qui a été fait par une femme, Fabienne Isartel, qui est un film tout à fait remarquable, qui est un biopic, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire un documentaire sur la vie de Boris Pahor. Ça va venir dès que ce sera tout à fait disponible et mis au point. Secundo, je puis dire qu'on travaille activement à sortir une brochure dans laquelle le morceau central sera précisément la conversation entre feu
Stéphane Hessel et Boris Pahor à Paris en novembre 2012. Ce sera deux indignés, enragés, je crois que les mots n'ont pas beaucoup d'importance, clairement, qui essayent jusqu'à leur dernier souffle de transmettre un message. Et je crois qu'avec ça, on a plus ou moins fait, non pas le tour de la question, mais au moins fait, disons... Excusez-moi, je m'excuse, il ne faut pas que tu prends une attaque à toi, maintenant parce que je dis que moralement j'étais contre. Moi, je parle en général, quoi. J'ai dit que j'ai... Donne-moi la main pour montrer qu'on reste copains, Boris. Tu étais en Italie ou quelque chose. Allez, donne-moi la main. Boris. Ah, ça va. On est déjà réconciliés. Vous voyez que c'est simple de se réconcilier avec Boris Pahor. Hein? C'est quand même un avantage. Hein? Si ça se passait comme ça entre les pays, si les diplomates étaient des grands réconciliateurs, ce serait quand même, on se sentirait quand même utile, plus utile qu'on l'est actuellement. Non, je dis ça en rigolant, et c'est parce que justement, comme on dit en slovène, qui aime bien taquine bien. Donc, je crois que c'est ça l'idée. Boris, est-ce que tu veux encore dire un dernier petit mot? Moi, j'ai déjà remercié, je crois, tout le monde. Et bien entendu, tu as le mot de la fin. Je t'en prie, Boris. Moi, je demande une chose, je demande. Si vous êtes gentil, au lieu de m'applaudir moi-même, comme c'est en général l'habitude, on se lève tous ensemble et on applaudit les gens qui sont morts et qui ne sont pas là et qui ont donné la liberté à l'Europe. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Ja sam tudi vesel, samo še raje videl, da je dvorano napolni to ljudi. La prochaine fois, j'espère que vous aurez plus une heure pour parler. C'est un peu frustrant.